Le silence pesait encore lorsque le ministre croisa les bras devant la carte, comme pour défier ce qu'elle représentait. Nous avons passé trop de temps à réagir, jamais à agir, dit-il finalement d'une voix basse mais ferme. Chaque fois, nous avons espéré que cela s'arrêterait de lui-même. Chaque fois, nous avons reculé d'un pas, et lui a avancé de 2. Il se tourna vers Macron. Ce n'est plus seulement une question d'Ukraine, c'est une question de crédibilité. Si nous cédons maintenant, que restera-t-il de notre parole ? Macron ne répondit pas immédiatement. Il observait les visages autour de la table. Tension, doute, calcul. Tous comprenaient que quelque chose venait de basculer. Le ministre poursuivit. Il pense que nous sommes prévisibles. Prudence, condamnation, sanctions limitées. Il connaît déjà notre réponse avant même que nous parlions. Il marqua une pause. Alors changeons les règles. Faisons quelque chose qu'il n'anticipe pas. Un conseiller tenta d'intervenir, mais le ministre leva légèrement la main, sans agressivité, simplement pour imposer le silence. La peur n'a jamais protégé personne. Le silence pesait encore lorsque le ministre croisa les bras devant la carte, comme pour défier ce qu'elle représentait. Nous avons passé trop de temps à réagir, jamais à agir, dit-il finalement d'une voix basse mais ferme. Chaque fois, nous avons espéré que cela s'arrêterait de lui-même. Chaque fois, nous avons reculé d'un pas, et lui a avancé de 2. Il se tourna vers Macron. Ce n'est plus seulement une question d'Ukraine, c'est une question de crédibilité. Si nous cédons maintenant, que restera-t-il de notre parole ? Macron ne répondit pas immédiatement. Il observait les visages autour de la table. Tension, doute, calcul. Tous comprenaient que quelque chose venait de basculer. Le ministre poursuivit. Il pense que nous sommes prévisibles. Prudence, condamnation, sanctions limitées. Il connaît déjà notre réponse avant même que nous parlions. Il marqua une pause. Alors changeons les règles. Faisons quelque chose qu'il n'anticipe pas. Un conseiller tenta d'intervenir, mais le ministre leva légèrement la main, sans agressivité, simplement pour imposer le silence. La peur n'a jamais protégé personne. Elle n'a fait que retarder les décisions nécessaires. Ses mots étaient calmes, mais ils frappaient avec précision. La vraie question n'est pas ce que Poutine est capable de faire. La vraie question, c'est ce que nous sommes prêts à faire pour l'arrêter. Voilà ce que je propose, reprit-il sans hausser la voix, mais avec une précision tranchante. Nous cessons de penser en termes de limites et nous passons en logique d'impact. Chaque euro doit envoyer un signal clair. Il fit glisser un dossier sur la table. Nous pouvons mobiliser des ressources que personne n'a encore pleinement exploitées. Les intérêts accumulés, les stocks en transition, les lignes industrielles sous-utilisées. Tout est là. Il suffit de décider. Un silence incrédule suivit. « Tu parles de tout activer en même temps ?» demanda un conseiller, visiblement déstabilisé. Le ministre acquiesça. « Exactement. Pas dans 6 mois. Pas dans 1 an. Maintenant. » Il marqua une pause. « Ce n'est pas une dépense. C'est un investissement stratégique. Chaque livraison renforce l'Ukraine, mais aussi notre propre capacité industrielle. Nous ne nous affaiblissons pas. Nous nous renforçons. » Macron resta immobile, le regard fixé sur le dossier. « Et si ça échoue ?» demanda-t-il finalement. « Alors nous aurons au moins essayé de changer le cours des choses, » répondit le ministre. « Mais si nous ne faisons rien, nous savons déjà comment cela se termine. » La pièce retomba dans le silence, plus lourd encore qu'avant. Le président inspira lentement. « Très bien, tu prends la responsabilité. Mais tout doit être verrouillé. Aucun angle mort. » Le ministre hocha la tête. Il savait déjà que les prochaines heures seraient décisives. La machine se mit en marche immédiatement. Les équipes furent mobilisées sans interruption. Téléphone sécurisé, réunions fermées, échanges codés. Le ministre passait d'un bureau à l'autre sans jamais ralentir. Il vérifiait chaque ligne, chaque chiffre, chaque détail logistique. Rien ne devait être laissé au hasard. Au cœur de la nuit,
Alors que Paris dormait, son bureau restait éclairé. Les écrans affichaient des tableaux complexes, des cartes, des flux de production. Il ne regardait presque plus l'heure. Seul comptait le moment où tout serait prêt. Puis tard dans la soirée, son téléphone vibra. Un nom apparut. Il hésita une seconde avant de répondre. La voix au bout du fil était grave, presque inquiète. « Sébastien, dis-moi que tu réfléchis encore. » Le ministre resta silencieux un instant, puis il répondit calmement. « J'ai déjà réfléchi. » Le lendemain matin, la salle était pleine. Pas seulement de journalistes, mais d'attentes, de tensions, de regards suspendus. Chacun savait qu'il ne s'agirait pas d'une déclaration ordinaire. Le ministre monta lentement à la tribune. Aucun papier entre les mains, aucun écran pour le guider. Seulement cette certitude intérieure qui ne laissait place à aucun doute. Il balaya la salle du regard avant de parler. « Mesdames et messieurs, sa voix était posée, maîtrisée. Il y a 2 jours, la France a été menacée. Aujourd'hui, elle répond. » Un léger mouvement parcourut l'assemblée. Les stylos se levèrent, les caméras se braquèrent. On nous a dit que nous devions avoir peur, que nous devions reculer, que la distance nous protégeait tant que nous restions prudents. Il secoua légèrement la tête. C'est faux. Il marqua une pause, laissant le silence amplifier ses mots. La peur n'est pas une stratégie. Et l'intimidation n'est pas une politique acceptable. Puis d'un ton plus ferme, à partir d'aujourd'hui, chaque pression exercée contre nous produira l'effet inverse de celui recherché. Les regards se croisèrent dans la salle. Quelque chose d'irréversible venait d'être dit. La France augmente immédiatement et massivement son soutien militaire à l'Ukraine. Pas progressivement, pas symboliquement, concrètement. Un murmure parcourut l'audience. Des capacités accrues, des livraisons accélérées, des formations intensifiées. Ce que nous faisions déjà, nous le ferons davantage. Ce que nous hésitions à faire, nous le ferons sans délai. Il s'interrompit un instant, puis reprit, plus lentement. Car une chose est certaine, céder à la menace ne l'arrête pas, cela l'encourage. Il prit une gorgée d'eau, sans quitter la salle des yeux. « Vous parlez de mémoire ?» poursuivit-il. « Alors parlons-en. Les nations qui oublient deviennent vulnérables. Celles qui se souviennent savent pourquoi elles doivent tenir. » Sa voix se fit plus grave. « L'histoire n'est pas une archive. C'est un avertissement permanent. » Personne ne bougeait plus. Même les appareils semblaient s'être tus. Et aujourd'hui, nous avons choisi de ne pas oublier. Vous croyez que désigner un responsable français suffira à nous faire plier ? Reprit-il, le regard fixé droit devant lui. C'est une erreur d'analyse. Chaque pression exercée contre nous produira l'effet inverse. Sa voix ne montait pas, mais gagnait en intensité. Plus vous insistez, plus notre engagement s'intensifie. C'est mécanique. Il se pencha légèrement, comme pour réduire la distance avec ceux qui l'écoutaient. Soyons parfaitement clairs, la France ne reculera pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni sur ses principes, ni sur ses engagements. Il marqua une courte pause. Vous parlez de puissance ? Alors regardez les faits. Nos capacités industrielles sont en train de changer d'échelle. Ce qui était exceptionnel devient standard. Ce qui était lent devient continu. Il redressa légèrement les épaules. Nos chaînes de production tournent sans interruption. Nos capacités augmentent chaque mois. Et ce mouvement ne s'arrêtera pas. Puis plus fermement. Si vous cherchez un rapport de force, vous venez de le trouver. Un silence dense précéda la fin de son intervention. Vous pensiez obtenir un recul. Vous avez déclenché une accélération. La salle resta figée une fraction de seconde, comme suspendue. Puis tout explosa. Questions croisées, voix qui se superposaient, téléphone déjà en train de transmettre. Mais le ministre ne répondit à rien. Il quitta la tribune sans un regard en arrière. Le message était complet.
et il n'avait rien à ajouter. En quelques minutes, les premières alertes apparurent sur les écrans du monde entier. Les rédactions s'agitaient, les plateaux s'organisaient à la hâte. Les mots prononcés venaient de franchir les frontières. Certains parlaient d'un tournant, d'autres d'un pari dangereux. Mais tous s'accordaient sur un point. Quelque chose venait de changer. À Moscou, la réaction fut rapide, presque trop rapide. Une conférence fut annoncée, les caméras installées, les micros alignés. Le porte-parole du Kremlin apparut, visage fermé, ton tendu. « Ces déclarations sont irresponsables », déclara-t-il. « Elles constituent une provocation. » Mais derrière la fermeté affichée, une nuance nouvelle apparaissait. Ce n'était plus l'assurance froide habituelle. C'était une réponse mesurée, presque prudente. Les analystes ne se trompèrent pas. Le ton a changé, nota l'un d'eux. On n'est plus dans la démonstration de force, mais dans la gestion du risque. À Paris, les heures suivantes furent consacrées à observer. Chaque signal était scruté, chaque mouvement analysé. Rien d'anormal. Pas de montée brutale de tension, pas de gestes spectaculaires. « Il hésite », conclut un officier lors d'un point confidentiel. « Tu l'as forcé à sortir de son scénario ?» Le ministre resta silencieux, écoutant les rapports s'enchaîner. « S'il répond, il valide ton raisonnement », poursuivit l'officier. « S'il ne fait rien, il montre qu'il a été touché. » Mais le véritable effet ne venait pas de Moscou. Il venait d'ailleurs. En moins d'une journée, plusieurs capitales européennes annoncèrent des mesures similaires. Augmentation budgétaire, accélération de livraison, engagement renforcé. Comme un effet domino. Personne ne l'avait anticipé à cette vitesse. En quelques jours, ce qui n'était qu'une réponse nationale était devenu un mouvement collectif. Ce qui devait isoler s'était transformé en point de convergence. Ce qui devait être une pression s'était transformé en ralliement. À Kiev, l'émotion était palpable. Le président ukrainien prit la parole devant les caméras, le regard grave mais reconnaissant. Il a montré que l'Europe n'a pas oublié ce que signifie résister, déclara-t-il. Ces mots dépassaient le simple cadre diplomatique. Ils traduisaient un sentiment partagé, celui d'un basculement moral autant que stratégique. À Paris, cependant, les réactions étaient plus nuancées. Dans les couloirs feutrés du pouvoir, certains s'inquiétaient. Il est allé trop loin, glissa un conseiller à voix basse. Il a pris un risque inutile. Mais cette lecture ne faisait pas l'unanimité. Le président, lui, ne laissa aucune ambiguïté s'installer. Interrogé quelques heures plus tard, il répondit sans détour. Il a agi comme il le fallait. Puis, plus fermement, « La France ne se laisse pas dicter sa conduite. » Cette déclaration, brève mais claire, mit fin aux spéculations. Le cap était fixé. Les semaines suivantes confirmèrent que la décision n'était pas qu'un effet d'annonce. Les premières livraisons partirent rapidement. Des convois entiers franchirent les frontières, chargés d'équipements, de munitions, de systèmes prêts à être déployés. Sur le terrain, l'accueil fut immédiat. Les soldats ukrainiens entouraient les véhicules, certains levant des drapeaux, d'autres prenant des photos. Une inscription apparut sur l'un des blindés, écrite à la hâte mais destinée à être vue. Un message direct, presque ironique, devenu en quelques heures un symbole partagé sur les réseaux. À Paris, le ministre observait ces images en silence. Un appel interrompit sa réflexion. Une voix familière, à la fois admirative et surprise. « Tu as changé les règles du jeu. » Il répondit calmement. « Non, j'ai simplement refusé de jouer selon celles qu'on nous imposait. » Un léger silence suivit. Puis il ajouta, plus doucement. « Il ne s'agissait pas de provoquer. Il s'agissait de répondre. » Les mois passèrent, et l'effet de cette décision continua de se propager. À Bruxelles, lors d'une réunion discrète, une remarque fit le tour des délégations. « Votre ministre complique tout », lança un représentant russe, visiblement agacé. La réponse fut immédiate, presque froide. « Non, il clarifie tout. » Ce jour-là, quelque chose devint évident pour tous. Il ne s'agissait plus d'un homme, ni même d'une fonction. C'était devenu une ligne de conduite. À Moscou, le ton avait changé. Moins de sarcasme, moins de certitude affichée.
À la place, une forme de prudence nouvelle. Ceux qui, quelques semaines plus tôt, parlaient avec légèreté, choisissaient désormais leurs mots. Certains rapports internes évoquaient une erreur d'appréciation. D'autres parlaient d'un adversaire atypique, difficile à anticiper. Une chose était sûre, la perception avait basculé. Sur le terrain, les conséquences étaient concrètes. Lors des opérations dans le sud, les forces ukrainiennes bénéficièrent d'un appui renforcé. Précision accrue, mobilité améliorée, rythme soutenu. Chaque avancée était analysée, disséquée, étudiée. Les observateurs commencèrent à parler d'un phénomène nouveau, une réponse rapide et assumée qui produisait un effet multiplicateur inattendu. Dans les cercles militaires, on cherchait à comprendre. Comment une décision politique avait-elle pu générer une telle dynamique? Pourquoi cette fermeté avait-elle produit plus d'unité que des années de prudence? Pendant ce temps, le ministre poursuivait son travail, sans relâche. Mais autour de lui, quelque chose avait changé. Les appels se multipliaient. Les homologues européens cherchaient des réponses, des méthodes, une direction. Et la sienne restait inchangée. Agir vite, agir clairement, agir concrètement. Dans les mois qui suivirent, les effets se firent sentir jusque dans l'économie. Les commandes affluèrent, les chaînes de production s'étendirent, les capacités augmentèrent. Partout, la même logique s'imposait. Se préparer, anticiper, ne plus subir. Lorsque sa nomination à un poste supérieur fut annoncée, la réaction extérieure fut mesurée, presque minimaliste. Aucun excès, aucun éclat. Seulement une prise en compte froide, comme un constat. Mais derrière cette sobriété apparente se cachait une réalité plus profonde. Une leçon avait été retenue. Certains noms ne s'ignorent plus. Dans les écoles de guerre et les centres de réflexion stratégique, l'épisode est désormais disséqué comme un moment charnière. Les officiers et les analystes ne se contentent pas de lire le discours. Ils en décortiquent chaque inflexion, chaque choix, chaque conséquence. La conclusion qui s'impose est simple, mais dérangeante. Face à une stratégie fondée sur la peur, la modération seule ne suffit pas. Depuis des années, un même schéma s'était répété. Pression, hésitation, compromis. Et à chaque fois, la ligne avançait un peu plus. Ce modèle semblait immuable, jusqu'à ce qu'il soit interrompu. Ce qui a surpris, ce n'est pas seulement la réponse, mais sa nature. Rapide, assumée, sans ambiguïté. Elle ne cherchait pas à apaiser, mais à inverser le rapport psychologique. L'analyse rétrospective est implacable. Une stratégie fondée sur l'intimidation repose sur l'anticipation de la retenue. Quand cette anticipation disparaît, tout l'édifice vacille. Les historiens, eux, y verront probablement un basculement plus large. Non pas un événement isolé, mais le point où une dynamique s'est inversée. Le moment où la crainte a cessé d'être dominante pour laisser place à une forme de détermination assumée. Dans les semaines qui suivirent, un phénomène inattendu apparut. Des messages affluèrent, non pas des institutions, mais des citoyens. Des voix anonymes, venues de toute l'Europe, exprimant la même idée sous des formes différentes. Celle d'un soulagement, presque d'une reconnaissance. Certains écrivaient avec des mots simples, d'autres avec une précision marquée par l'expérience. Mais tous convergeaient vers une même conclusion. Quelqu'un avait dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Dans son bureau, les lettres s'accumulaient. Elles auraient pu rester là, classées, archivées, oubliées. Mais il choisit de les lire. Une poignée chaque jour, comme pour garder le lien avec ce qu'elles représentaient réellement. Ils comprennent, disait-il parfois à son équipe. Ils savent que ce moment compte. Mais cette adhésion n'était pas unanime. Dans certains cercles, le doute persistait. On parlait de risques, d'escalade, de lignes franchies. Lorsqu'il fut interrogé, il répondit sans détour « On me parle de provocation, mais la question est simple. Qui a commencé ?» Puis, après un court silence, « Refuser la pression n'est pas provoquer. C'est refuser de céder. » Ce discours trouva un écho bien au-delà des plateaux médiatiques.
Il marquait une ligne claire, difficile à ignorer. Peu à peu, un changement s'opéra dans les discours européens. Moins de précautions oratoires, plus de clarté. Moins d'ambiguïté, plus de cohérence. Lors de certaines réunions, le ton avait évolué. Là où l'on parlait autrefois de prudence, on évoquait désormais la nécessité de tenir. Dans certains pays, l'accueil réservé aux ministres français dépassa le cadre protocolaire. Il n'était plus seulement perçu comme un interlocuteur, mais comme une référence. Des foules se rassemblèrent, des drapeaux se levèrent, des messages furent brandis. Ce n'était pas prévu, ni organisé, c'était spontané. « Vous avez tenu », lui dit un responsable local. Et cela change tout. Il répondit simplement « Nous n'avons pas tenu seuls. » Mais le test le plus difficile restait à venir. Près de 2 ans plus tard, une attaque d'une autre nature frappa. Invisible, silencieuse, mais coordonnée avec précision. Les réseaux furent ciblés, les infrastructures perturbées, les systèmes mis à l'épreuve. Dans la cellule de crise, les rapports s'enchaînaient. L'essentiel avait été contenu, mais le signal était clair. Tous attendaient une réaction. Peut-être un infléchissement, une nuance, une reconnaissance du risque. Mais la réponse fut différente. « C'est exactement ce qui était prévu », déclara-t-il calmement. Les regards se croisèrent. Ce type d'action ne dépend pas de notre ton. Il dépend de ce que nous représentons. Il se leva, observant la ville à travers la vitre. La question n'est pas pourquoi cela arrive. La question est ce que nous en faisons. Le président demanda alors. Et donc, la réponse vint sans hésitation. Nous renforçons, massivement, et nous le faisons ensemble. L'idée était simple, presque brutale dans sa logique. Transformer chaque attaque en accélérateur. Partager les capacités, coordonner les réponses, rendre visible ce qui était jusqu'alors discret. Plus il teste, plus nous progressons, conclut-il. Et, une fois encore, la dynamique s'inversa. Dans les jours qui suivirent, un phénomène inattendu prit de l'ampleur. D'autres pays signalèrent des tentatives similaires, parfois plus discrètes, parfois plus agressives. Mais cette fois, la réaction fut différente. Les informations circulaient vite, presque en temps réel. Les alertes étaient partagées, les défenses ajustées, les failles colmatées avant même d'être exploitées pleinement. Ce qui autrefois aurait provoqué des réponses isolées devint une réaction coordonnée. Sans traité formel, sans annonce spectaculaire, une mécanique collective s'était mise en place. « Nous avons appris », déclara un responsable lors d'une réunion confidentielle. « Et surtout, nous avons appris ensemble. » Certains y virent une ironie stratégique. Une attaque destinée à fragiliser avait en réalité accéléré l'intégration. Là où des années de discussion n'avaient produit que des intentions, quelques jours de pression avaient créé une coopération concrète. Puis survint un événement inattendu. Une voix venue de l'intérieur. Un ancien haut responsable, désormais hors du système, accepta de parler. Ses propos confirmèrent ce que beaucoup pressentaient sans pouvoir le prouver. L'erreur n'était pas tactique, expliqua-t-il. Elle était psychologique. Selon lui, l'analyse initiale reposait sur une conviction simple. La retenue occidentale était une constante, une certitude, une habitude presque mécanique. Il pensait que la pression produirait le même résultat qu'avant, ajouta-t-il. Il n'avait pas envisagé une réponse différente. Cette erreur d'appréciation, et répétée à plusieurs niveaux, avait fini par devenir un point de rupture. Quelques mois plus tard, dans un cadre plus discret, une discussion s'engagea sur l'avenir. « Tu sais que chaque décision sera interprétée comme un signal ?» observa le président. La réponse fut immédiate. « Alors, faisons en sorte que ce signal soit clair. » Il marqua une pause. On ne peut pas contrôler les réactions, mais on peut contrôler leur effet. Le président esquissa un sourire. « Tu raisonnes différemment maintenant. »« Parce que le contexte est différent, répondit-il simplement.
Avant, nous espérions éviter l'affrontement. Aujourd'hui, nous cherchons à empêcher qu'il nous soit imposé. Lorsque les annonces officielles furent faites, les réactions internationales furent rapides. Soutien, messages, déclarations publiques. Mais ailleurs, le silence domina d'abord. Un silence lourd, presque calculé. Puis une réponse brève, sans emphase, sans menace. 3 mots, rien de plus. Pour certains observateurs, c'était précisément ce qui en faisait une réponse significative. L'absence d'escalade devenait, en soi, un indicateur. Avec le temps, l'épisode prit une dimension nouvelle. Il ne s'agissait plus seulement d'un moment politique, mais d'un cas étudié, enseigné, analysé. Dans les amphithéâtres, les étudiants examinaient les enchaînements, les choix, les conséquences. Non pas pour les reproduire à l'identique, mais pour en comprendre la logique profonde. Lors d'une intervention, une idée fut formulée avec simplicité. Les stratégies d'intimidation reposent sur des réactions prévisibles. Changez la réaction et vous changez la dynamique. Une main se leva. La question était directe. Et le risque? La réponse ne fut pas immédiate. Le risque existe toujours, dit-il finalement. Mais il faut comparer les risques, celui d'agir et celui de ne pas agir. Un court silence suivit. L'histoire montre que l'inaction face à certaines menaces n'élimine pas le danger. Elle le reporte. Et souvent, elle l'amplifie. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme une conclusion difficile à contester. Dans certains cercles, un dossier circulait désormais. Analyse, hypothèse, scénario. Mais une difficulté revenait sans cesse dans les notes internes. Les modèles habituels ne suffisaient plus à anticiper. Il ne réagit pas comme prévu, écrivait un analyste. Et c'était précisément cela, le problème. Dans certaines analyses internes, un constat revenait avec insistance. Non pas une critique, mais une inquiétude stratégique. Ce n'est pas seulement une posture, notait un observateur. C'est une dynamique. L'idée était simple. Lorsqu'un acteur cesse de répondre selon les schémas attendus, il modifie non seulement la situation immédiate, mais aussi le comportement de ceux qui l'entourent. Progressivement, ce changement devint visible. Les discours évoluèrent, les termes changèrent, les priorités se déplacèrent. Là où dominait autrefois la prudence, apparaissait désormais une volonté d'affirmation. Ce n'était pas une rupture brutale, mais une transformation continue. Une adaptation collective à une réalité devenue plus claire. Au fil du temps, cette évolution s'imposa comme un nouveau cadre. Moins d'ambiguïté, plus de cohérence. Moins d'hésitation, plus de constance. Et au centre de cette transition, il y avait un élément déclencheur. La démonstration qu'une autre réponse était possible. Pourtant, rien n'était terminé. Les tensions persistaient, les équilibres restaient fragiles et l'avenir demeurait incertain. Mais une chose avait changé en profondeur. Une limite invisible avait été franchie. Dire non n'était plus perçu comme un risque exceptionnel, mais comme une option légitime. Se défendre n'était plus une exception, mais une responsabilité assumée. Entre la confrontation ouverte et la résignation silencieuse, une troisième voie avait émergé. Une voie fondée sur la clarté, la constance et la capacité à dissuader sans céder. Lors de sa première déclaration à ce nouveau poste, il résuma cette approche en quelques phrases. Pas un discours long, pas une démonstration théorique, mais une ligne simple. Nous ne cherchons pas l'affrontement,